Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et en Ile-de-France pour cette journée samedi, c'est pour commencer l'annonce officielle de l'ouverture à l'automne prochain d'une salle de shoot dans la capitale, dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière. La création d'un tel lieu sanitaire suscite toujours des polémiques. Avec Pâques coïncide le sacrifice de l'agneau pascal, une tradition religieuse qui profite aussi aux éleveurs de la région. En Seine-et-Marne, nous sommes allés à Bourron-Marlotte, près de Fontainebleau. Et puis à la fin de ce journal, nous recevrons deux merveilleux acteurs, Isabelle Carré et Nils Schneider, à quelques jours de la sortie du film Le cœur régulier, adapté du roman éponyme d'Olivier Adam. Une très belle histoire d'un frère et d'une sœur que vous incarnez tous les deux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Un samedi qui sauve sur le parvis de l'Hôtel de Ville et dans 20 mairies d'arrondissement de la capitale. C'est la première fois que la mairie de Paris invitait 200 bénévoles à initier gratuitement 3500 Parisiens au premier geste de secours. Cette opération est liée au terrible contexte des attentats. Reportage de Laurence Barbry avec Mathieu Caillot. Apprendre les gestes qui sauvent. L'autre main, elle vient se mettre sur la première. L'opération s'adresse à tous les publics, mais ce sont les plus jeunes d'entre nous qui ont répondu en masse à ce premier samedi qui sauve. C'est dur? C'est fatigant quand même. Vous savez que parfois ça peut durer Et 45 là, minutes. on écoute ce qu'il dit. Ouais. Là, je m'arrête. Non, continue. Il aura fallu une actualité dramatique pour que la population prenne conscience de l'utilité d'apprendre les gestes de premier secours. C'est glissé. En fait, c'est ça qui veut retenir. On avait vu qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a beaucoup d'accidents, donc on voulait voir aussi comment il faut aller sauver des vies. Surtout à cause des attentats qui se passent en ce moment, si ça nous arrive pour sauver des gens. SAMU, Croix-Rouge, Protection civile et pompiers. Toute la journée, les différents services de secours ont donné des conseils pratiques aux Parisiens. Atelier Garot avec Patrick Pelou. Ce geste va permettre d'éviter qu'il y ait une grosse hémorragie. Donc vous allez sauver quelqu'un. Chaque participant a obtenu une attestation de premier secours, à confirmer par un diplôme. Le PSC1, c'est la base, ça dure 7 heures. En une journée, on a largement le temps de se former et d'apprendre tous les gestes de secours. Et on fait comment pour se former? On va voir qui? On va voir tout ce qui est organisme de sécurité civile, tout ce qui est Croix-Rouge, Protection civile. En région parisienne, en tout cas, c'est eux qu'il faut aller voir. Petit truc appris sur place pour garder le rythme, le tempo de cette chanson. En France, 1 personne sur 5 seulement sait pratiquer le massage cardiaque. Et l'actualité, c'est aussi l'expérimentation d'une salle de shoot dans l'enceinte même de l'hôpital Lariboisière, près de la gare du Nord. Elle débutera à l'automne prochain, après l'arrêté publié hier au journal officiel. Pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, le fait que ce soit à l'intérieur d'un hôpital doit rassurer. Vous vous souvenez sans doute de la polémique créée par les riverains du quartier à ce sujet. Reportage d'Alexandra Marie avec Nicolas Métoer. Voici officiellement où se trouvera la future salle de consommation de drogue, accolée à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement. Le projet prévoit un fonctionnement comparable à celui de cette structure installée près de la gare de Genève, en Suisse. Les toxicomanes y sont accueillis dans des conditions sanitaires décentes pour consommer leurs produits. Mais à Paris, les craintes des riverains persistent et s'affichent en toutes lettres, avec pour principale inquiétude la proximité des logements. Donc vous aurez l'entrée ici et la sortie là-bas. Donc c'est un bâtiment qui est rénové par la mairie de Paris. Et regardez, ici, à 10 mètres, même pas, vous avez les zones d'habitation, vous avez les immeubles, vous avez les commerçants. Ce qu'on redoute, c'est vraiment la multiplication dans de fortes proportions du nombre de toxicomanes, mais surtout du nombre de dealers, avec toutes les conséquences sur la sécurité et le bien-être des habitants du quartier. Mais si ce quartier a été choisi, c'est précisément parce que les besoins y sont nombreux. Les toxicomanes se procurent de la drogue près de la gare du Nord et la consomment dans les espaces publics. Seringues dans la rue, conditions d'hygiène alarmantes, les usagers sont nombreux à regretter cette situation. Pour la mairie de Paris, l'ouverture d'une salle de consommation permettrait de mieux les accompagner. Une salle de consommation à moindre risque, c'est moindre de risque pour tout le monde. C'est moins de risque pour les usagers de drogue qui sont très précarisés, très désocialisés. Et c'est moins de risque pour les riverains et pour l'espace public parce que la situation actuelle, elle est très dégradée. Elle est très dégradée et que la salle, on le verra, on l'évaluera, bien sûr, apportera du mieux dans ce quartier.
Initialement prévu boulevard de la Chapelle, ce projet a fait l'objet de plusieurs manifestations. Après 4 ans de débat, une réunion publique est prévue le 12 avril prochain à la mairie du 10e arrondissement pour tenter de répondre aux réticences des riverains. Une réaction politique sur ce sujet. L'invité de la mi-journée de Samedi Politique était le conseiller régional Front National d'Île-de-France, Vallerand de Saint-Just. Pour lui, on ne peut pas séparer l'aspect sanitaire de la répression du trafic de stupéfiants. Nous l'écoutons. Si les riverains et si les citoyens constataient qu'il y avait un véritable effort quant à la répression du trafic de drogue, les usagers de la drogue c'est autre chose, mais la répression du trafic de drogue, notamment dans ce quartier de la Gare du Nord, peut-être qu'ils accepteraient mieux. Or, on a un peu l'impression d'une démission totale de ce côté-là, répression la plus féroce possible, à mon sens, du trafic de drogue, et que bien plutôt on ouvre ces salles de shoot, histoire de dire on va s'occuper des conséquences et non pas des causes, comme on le fait toujours un peu en France. Et on passe à un tout autre sujet, du nouveau. Si vous utilisez les taxis, une plateforme gérée par l'État vous sera d'une grande aide en localisant le taxi le plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Le dispositif testé en province sera en service à Paris dans quelques jours. Les explications de Frédéric Ovas avec Emmanuel Hunzinger. Ce sera la star des portables parisiens pour trouver un taxi. Un nouvel outil, testé depuis 3 mois à Montpellier, permet de mettre en relation en quelques clics clients et chauffeurs. Tout cela grâce à la plateforme numérique gérée par l'État. Elle dispose de l'ensemble des données du secteur, dont la géolocalisation des véhicules. Des applications agréées par l'État vont exploiter ces données et du coup simplifier la vie du client. Comme le téléphone est géolocalisé, il va faire appel au serveur et va vous trouver tous les taxis qui sont autour de vous, libres, et on n'a plus qu'à cliquer sur le taxi le plus près. Plutôt une bonne nouvelle dans un contexte très concurrentiel avec les applications des VTC, véhicules avec chauffeur. Je trouve que c'est très bien, c'est une bonne innovation pour le taxi et ça permet d'avoir plus de clients. Enfin, ça a permis que le taxi, que les G7, quoi, les centrales radio J7, les Bleus et autres, ils prennent pas le monopole, quoi. Car en région parisienne, seuls 8000 sur les 20 000 taxis sont affiliés à la radio. Depuis 2012, les taxis réclamaient cet outil qui va en plus supprimer les frais d'approche. Ça va changer beaucoup parce qu'il n'y aura plus de surprise de compteurs très élevés quand vous montez dans votre taxi, que vous retrouvez avec des montants très élevés. C'est fini. Maintenant, ça sera ou 4 €, quand vous appelez direct, ou 7 €. Ça va tout changer pour le client. Au lieu de passer par un intermédiaire, il va lui-même choisir et la compagnie et le gabarit du véhicule s'il veut. Mais la modernité a un coût pour les contribuables, 250 000 € de mise en œuvre et 500 000 pour le fonctionnement annuel de cette plateforme. Et puis toujours sur les transports, la circulation des RER C et H entre Pontoise, Persan-Beaumont et Montigny-Beauchamp est perturbée ce week-end en raison d'un chantier pour des travaux de renouvellement d'aiguillage dans le secteur de la gare de Saint-Ouen-l'Aumône. Ces travaux sont étalés sur 4 week-ends. Un service de bus est mis en place, mais attendez-vous à un temps de transport un petit peu plus long. Environ 250 personnes ont participé en début d'après-midi à une marche verte citoyenne contre les pesticides. Le cortège est parti de la place d'Enfer Rochereau dans le 14e pour rejoindre le boulevard Saint-Germain où se trouve le ministère de l'Environnement. Les participants en profitaient de la semaine contre les pesticides pour demander une réelle politique de protection de santé. Pour Julien Bayou, conseiller régional d'Île-de-France Europe Écologie Les Verts, c'est une bataille au niveau européen qui doit être menée sur ce sujet. En ce week-end de Pâques, célébrons maintenant l'agneau pascal, une tradition que suivent parfois les chrétiens. Demain, certains d'entre eux mangeront de l'agneau. Quand le geste religieux coïncide avec le commerce, c'est ce que vous allez voir. En Seine-et-Marne, ils sont une quinzaine d'éleveurs à vendre leurs animaux directement du producteur au consommateur. Et c'est un reportage de Farid Benbekaï et Philippe Paliès à Bourron-Marlotte, près de Fontainebleau. Je vous ai marqué 45 minutes. Ok. Ce sera un repas en famille avec un agneau de Pâques cuisiné Au four, tout simplement, voilà, avec des haricots verts et des flageolets. Le sacrifice de l'agneau, symbole de soumission à Dieu, dope l'activité de cette boucherie. Cette semaine, j'ai passé 9 agneaux, que d'habitude j'en passe 2. Ce qui permet aux producteurs de tirer leur épingle du jeu. Dans cette exploitation, la viande est commercialisée directement. Alors ça, c'est la pièce maîtresse de Pâques. C'est le gigot pascal, ce qu'on appelle.
14,50 € le kilo, plus cher qu'au supermarché. Pâques, c'est 10% du chiffre d'affaires de cet éleveur. En venant ici à la ferme, je peux expliquer comment j'ai élevé, comment j'ai produit, comment j'ai fait. Et je pense que les gens du coup sont rassurés des pratiques qu'on a. Et du coup, je pense qu'il y a un intérêt des consommateurs, enfin au moins une partie des consommateurs pour ça, quoi. À 1 heure de Paris, c'est tout le secteur ovin qui en profite. Les producteurs ont vendu 80 agneaux en quelques jours. Je préfère rémunérer un producteur que les intermédiaires. Puis à l'hyper, on ne sait pas trop d'où ça vient, hein, parce que Nouvelle-Zélande, Australie, on ne sait pas comment ça a été élevé. Hein, donc je préfère aller directement chez le producteur, acheter de la qualité. Voilà. Et voilà comment, dans un contexte morose pour l'agriculture, certains éleveurs franciliens s'en sortent. Jean-Luc Douin a ainsi opté pour l'élevage avec le moins d'intermédiaires possible. L'intérêt de vendre en local, justement, c'est de se déconnecter du marché et des fluctuations du marché. Donc oui, c'est un moyen de s'en sortir. Avec une viande un peu plus chère qu'en grande surface, quelques euros supplémentaires pour une meilleure traçabilité. Et puis un mot de sport à présent avec du rugby pour la 19e journée de Top 14 cet après-midi à Villeneuve-d'Ascq dans la banlieue de Lille. Toulon a battu le Racing 92 21-20. Ce fut un match à suspense. Frédéric Michalak a eu le dernier mot en s'offrant la pénalité de la gagne à la dernière minute du jeu après une faute du pilier remplaçant du Racing, Castro Giovanni. Vous serez peut-être dans votre lit ou pas encore couché, peu importe. À 2h du matin, il sera 3h. Le changement d'heure, c'est pour limiter les dépenses en énergie et cela dure depuis 40 ans. Anne-Charline Lambard et Xavier Roman nous font remonter le temps. C'est un exercice, une gymnastique d'esprit que les Français s'imposent 2 fois par an pour profiter du soleil et de sa lumière au maximum. 40 ans que ça dure. On est obligé de changer un peu ses habitudes, mais c'est amusant. Je suis trop contente d'arriver en été. Le changement d'horaire me va très bien. Pour faire 1 heure de sommeil. Oh là non, ça fait 40 ans de trop. Le 28 mars 1976, la France bascule. L'heure est grave. Qu'est-ce qui va se passer à minuit pile d'abord ? Écoutez, la façon la plus simple, c'est de décrocher son téléphone, composer l'horloge parlante. Et puis l'heure. Nous y voilà. Et il faudra plus que l'humour de Roger Giquel pour rassurer le pays. Autant suspend ton vol. Après l'heure, c'est plus l'heure. La France a peur. Qui veut voyager loin ménage sa montre. À la télévision, les mères de famille sont sans repère. Donc ça vous pose un problème? Oui, énorme. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que dans ces cas-là, ce sera mon mari qui lui donnera son biberon. À Air France, on s'arrache même les cheveux. Et ce livre-là, il y a 247 pages de lignes. Pour chacune d'entre elles, il a fallu établir un nouvel horaire. Une mission compliquée qui déboussole jusqu'au futur président de la République. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Tout un concept, car en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Après le premier choc pétrolier, il faut économiser l'énergie. Le gouvernement de 1975 reprend alors une idée du XVIIIe siècle, celle d'un certain Benjamin Franklin, ambassadeur américain en France. Il propose dans le Journal de Paris de changer d'heure pour économiser des chandelles. Dans le monde, 141 pays ont testé le changement d'heure au moins une fois. Seuls 77 l'utilisent cette année. Les économies d'éclairage se réduisent progressivement. La Commission européenne l'a admis, il l'a cité dans son rapport. Mais il y a des surconsommations pour le chauffage et aussi pour la climatisation. Pour l'Europe, il serait urgent de ne pas changer le système. Et ce n'est pas Antoine qui va s'en plaindre. Lui adore veiller sur les quelques centaines d'horloges de la capitale. Celle de l'hôtel de ville, il la dompte au doigt et à l'œil. On vient juste arrêter le balancier. En arrêtant le balancier, en fait, on arrête le temps. Donc au niveau du cadran du parvis de l'hôtel de ville, on n'a plus du tout l'heure qui se met à se mouvoir. 15 ans de changement d'heure au compteur et des erreurs, parfois avec des aiguilles tournées dans le mauvais sens. Pour les éviter, Antoine a une trappe secrète. Oui, une petite trappe qui nous permet de vérifier les aiguilles. Ce week-end, c'est sûr, Antoine va redoubler de vigilance pour nous éviter le sentiment désagréable d'être perdu dans l'espace-temps. Et il est vraiment l'heure de retrouver maintenant nos deux invités, Isabelle Carré et Nils Schneider. Le Cœur régulier sort au cinéma mercredi prochain. C'est l'adaptation du roman d'Olivier Adam. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce film est l'histoire d'un frère et d'une sœur,
une quête, une initiation. Ça se passe à la fois en France et à la fois au Japon. Et c'est un film qui fait du bien car, j'allais dire, le temps s'arrête, se met entre parenthèses, Isabelle Carré. Oui, c'est bien que ça suive votre reportage sur les aiguilles qu'on remonte. C'est un film plutôt apaisant qui nous fait voyager donc au Japon. Nous avons tourné, Nils et moi, sur les îles d'Oki, Okinoshima Island, au large de Shimane. Donc c'est un Japon qui n'est pas un Japon de carte postale, c'est pas un Japon touristique du tout. Ce sont des images d'un Japon très, très simple, très authentique. Et je crois que les images vraiment sont magnifiques. Et il y a aussi cette histoire du frère et de la sœur, des liens très très forts. Oui, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'est peut-être trop embourgeoisée, qui a une vie presque étanche à toute vie, à toute pulsion de vie, et son frère qui est un peu chien fou comme ça, la reconnaît plus quand il revient du Japon et la réveille, quoi. Et la secoue. On sent beaucoup d'amour entre les deux et en même temps ils sont très différents. On va regarder la bande-annonce, ça nous donne le ton du film. T'es où, Alice, putain? T'es où, ma sœur? Mon Alice, elle est où? Moi, je suis en train de faire ma vie loin d'ici. Toi, tu restes là coincé dans ta petite vie parfaite. Ma petite vie parfaite? C'est un endroit étrange. Ici, beaucoup de Japonais se jettent des falaises. Mais pour les en empêcher, il y a un homme qui est là. Your brother told me about you. So beautiful, man. Look at him. The way he talked about you, I thought you were dead. Nothing makes sense anymore. No love? Husband. There is no sense. There's only life. Isabelle Carré, dans ce monde agité qui est le nôtre, dans notre monde occidental, on peut dire que ce film donne à toute dimension, une toute autre dimension de la vie et de l'existence, de son prix d'ailleurs. Oui, c'est l'histoire d'un homme japonais qui existe, qui est un ancien policier, qui est peut-être arrivé par moments trop tard sur des scènes de crime, enfin en tout cas qui a des regrets comme ça de ne pas avoir pu sauver certaines vies, et qui va se dévouer tout le restant de sa vie, toute sa retraite, sur des montagnes tristement célèbres au Japon pour son taux de suicide. Et lui, il va arriver là avec ses jumelles et il va essayer de sauver tous les candidats au suicide possibles. Alors cet homme donc existe et a sauvé plus de 500 vies. Et c'est son histoire, voilà. C'est la rencontre que Nils fait avant moi avec cet homme qui s'appelle Daisuke. Et puis moi, je vais sur ce chemin-là et je le rencontre à mon tour. Et en fait, c'est très simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit les gens chez lui, dans sa maison, et il leur laisse le temps. C'est un parcours initiatique que vous avez d'abord vécu, vous, Nils, dans l'histoire, et qu'Isabelle vivra après. Oui, exactement. Ça me fait penser à une phrase de Leonard Cohen qui dit il y a une faille en toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Et heureusement, parce que c'est par là qu'entre la lumière. Et c'est un petit peu ça, je crois, après le décès du personnage que j'interprète, Nathan, ça ouvre en tout cas une plaie, une faille chez Alice. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Alors, c'est vrai, la gravité n'exclut pas l'espérance. C'est un film lumineux. C'est un film lumineux parce que c'est l'histoire d'une femme qui va paradoxalement retrouver son frère là-bas, sur ces îles Oki, et surtout se retrouver elle-même. Le cœur régulier, c'est un film qui porte bien son nom. En fait, on connaît tous ces moments où on a le cœur qui bat trop vite, ou le cœur on a l'impression qu'il faudrait qu'on vive quelque chose de plus intense. L'intensité de la vie nous manque, le fait de se sentir vraiment vivant. Et là, dans cet endroit, le cœur bat régulièrement à nouveau et elle peut se retrouver, elle peut retrouver le goût de la vie, tout simplement. Comment s'est passé le tournage au Japon? J'imagine que c'est tout à fait un climat différent pour une actrice de tourner là-bas. Oui, surtout dans ce Japon-là. C'était d'abord un choc de voir les comédiens japonais, la façon dont ils travaillent, leur générosité, leur implication. Le personnage joué par Daisuke est joué par un comédien que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisqu'il a joué dans Kill Bill, Jun Kunemura. Mais tous les autres acteurs étaient tous vraiment très impressionnants. Un dernier mot sur le roman dont est adaptée cette histoire. C'est un roman d'Olivier Adam. Je crois que c'est un des romanciers contemporains le plus adapté au cinéma. On se souvient de Je vais bien, ne t'en fais pas. Vous avez lu l'un et l'autre, j'imagine, Nils, vous avez lu ce livre?
Moi, je l'ai lu. Oui, moi je l'ai lu juste avant le tournage. Et même du coup, vu que j'ai pas encore vu le film, les choses s'entremêlent un peu. Je sais plus ce qui était dans le roman et ce qu'on n'a pas tourné. Moi, c'est la troisième fois que je joue dans une de ces adaptations. La première fois, c'était sur France 3, d'ailleurs, Maman est folle, sur les migrants à Calais. La deuxième fois, c'était le film de Jalil Lesper, Des vents contraires, avec Benoît Magimel et plein d'autres comédiens. Et puis voilà, là, c'est la troisième fois, donc j'aime Il faut beaucoup dire son univers. le nom du réalisateur. Vania d'Alcantara, c'est son deuxième film. Elle avait fait un premier film qui s'appelait Beyond the Step. Et dans ce premier film, on voyait déjà à quel point c'est quelqu'un qui filme merveilleusement bien les paysages et les visages. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 19-20. Avant de vous quitter, notez bien ces rendez-vous dans votre agenda. Je vous rappelle bien sûr la sortie du film Le Cœur régulier sur vos écrans mercredi prochain. Et puis pour les amateurs de théâtre, depuis hier soir se joue au théâtre du Guichet Montparnasse dans le 14e arrondissement une très jolie pièce, Marcel et Marcel, l'histoire d'un couple de comédiens qui voit le temps passer et le monde changer. Et puis pour terminer, c'est un tout autre genre, et cela s'impose à la veille de Pâques. Plusieurs chasses aux œufs auront lieu demain dimanche, que ce soit au château de Thoiry dans les Yvelines à 10h ou à celui de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne, toujours à la même heure, même à l'aquarium de Paris où seront cachés 500 œufs en chocolat sur tout un parcours de visite. Voilà, c'est la fin de cette première partie du 19-20. Tout de suite Catherine Matoche. Demain soir dans le 19-20, nous recevrons Gaspard Proust. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.